Je travaille sur Goya. C'était mon premier contact vraiment en profondeur avec l'art quand j'ai eu la chance de travailler au catalogue raisonné par Thomas Harris de ses estampes. Et dans les estampes, il n'y a pas d'inauthentique, tout est vrai, tout est purement de l'artiste qui travaille à la main, à l'eau forte ou à la pointe sèche ou au crayon lithographique. Et il n'y a pas d'interférence, c'est lui seul et tout pur. Et donc, on engrange de cette façon-là, au contact des estampes, toute la pensée de l'artiste, toutes les intuitions de l'artiste, sa façon de présenter les gens. Et c'est cette méthode-là et cette pratique-là que j'ai toujours appliquée à la peinture. Et un des grands problèmes avec l'histoire de l'art, c'est que normalement, on choisit un des trois. On choisit peinture, dessin ou estampe. Et moi, j'ai eu la chance de travailler avec François Lachenal comme éditeur pour le grand catalogue raisonné de l'œuvre complète de Goya. Et nous avons donc réfléchi et travaillé sur l'ensemble de l'œuvre. Aucune promotion, peinture au-delà de l'estampe. Beaucoup de gens croient que les estampes, ce sont des reproductions. C'est absolument pas vrai. C'est la pensée immédiate et peut-être le plus vrai qu'on peut. Parce que dans les dessins, il y a quand même toujours des problèmes d'attribution. Dans l'estampe, non, c'est l'artiste. Surtout pour Goya, oui, il y a quelques faux Rembrandt, mais on les identifie assez facilement. Goya, tout est bon dans l'estampe. Et c'est donc un guide extraordinaire. Et dans ce sens-là, il faut examiner absolument toutes les œuvres. Et c'est très compliqué parce qu'ils sont dispersés dans le monde entier. Et on n'a pas toujours des facilités d'examen en laboratoire avec la technique appropriée. Mais dans la mesure du possible, j'ai probablement vu peut-être plus de tableaux de Goya. J'ai eu l'immense chance de travailler au Prado quand on a fait cette exposition sur les petits tableaux de Goya, tout genre, esquisses, portraits, vraiment tout genre. Et on a pu examiner techniquement toutes ces œuvres-là qui rentraient dans les bureaux et dans le laboratoire pour être examinées. On a appris énormément de choses. Alors ça va toujours plus loin parce qu'il y a toujours des découvertes, toujours des tableaux qu'on n'a pas vus qui surgissent. Et c'est le cas avec cette conférence ce soir. Je vous dis, ce sera comme une symphonie inachevée parce que le travail de recherche est absolument en cours. Et c'est tellement vaste et tellement complexe que je ne peux pas tout résumer en une fois. Alors j'indiquerai une espèce de trajectoire à travers la vie de Goya, qui était très longue. Il est mort à 82 ans seulement. Et il a transbahuté de Saragosse à Madrid et de Madrid éventuellement à Bordeaux, comme vous le savez. Et je voulais au fond faire une espèce de petit commentaire rapide concernant des autoportraits du peintre. Il en a fait pas mal, il en a fait moins qu'on ne pense, parce qu'il y a de soi-disant autoportraits de lui qu'on peut mettre en doute. Mais dans les portraits vrais, il n'y a aucun doute. Et je vous montre surtout ici, là-haut, un autoportrait. C'est un petit fragment d'un immense tableau d'autel dans la grande église de Saint-François-le-Grand à Madrid. Et il s'est mis de côté dans la foule. Et au fond, le tableau est tellement grand et difficile à photographier, avec un entourage tout autour de l'immense coupole, sous l'immense coupole de Saint-François-le-Grand, il y a des autels qui se suivent.
Et c'était une compétition, en quelque sorte, entre les peintres du roi, les peintres les plus valables de la cour, et Goya, même tout jeune. Et ça se passe là en 1783, 2-3. On l'a invité à participer à ce qu'il voyait lui-même comme une compétition entre les peintres de la cour. Et c'est risqué, il se présente à l'intérieur du tableau. Et vous voyez ce visage extraordinairement déterminé. Il vous regarde, c'est le seul dans le tableau, parce que tout le monde écoute le miracle, écoute le Saint-François qui prêche, et c'est le seul qui regarde en dehors du tableau, et donc au public. Et il se proclame, il s'annonce comme quelqu'un. Et il se met d'ailleurs dans plusieurs de ses autoportraits, de ses portraits d'autres personnes, comme dans celui-là, où il est en train de peindre la famille de l'enfant Don Luis, et il se met dans le coin avec sa toile sur le chevalet, et il peint un peu difficilement, en tournant le dos, mais en voyant toute la famille réunir autour de cette grande table, avec l'enfant Don Luis, sa femme et les enfants. Et une chose curieuse, par exemple, c'est qu'on a toujours dit de ce merveilleux portrait très tôt qu'il a été peint vers 1780. Mais si vous le comparez au tableau que nous savons avoir été peint et achevé en 1783, je trouve dans celui de gauche en bas qu'il est beaucoup plus jeune. Il est joufflu. He's more adolescent. Et c'est très possible, on a toujours donné vers 1790 ou même 80, on ne sait pas, il n'y a pas de preuves. Et moi, je pense que c'est beaucoup plus jeune que 83 en tout cas. Et le portrait de 83, c'est la même période que là où il est devant sa toile chez l'enfant Don Luis à la campagne, un tableau énorme et très célèbre. Et puis, il se met aussi devant son chevalet, dans son atelier à lui, qu'il n'arrive à conquérir qu'assez tard. Il a passé les premières années de son séjour à Madrid en travaillant dans l'atelier de son beau-frère, le peintre de Saragosse, Francisco Boyo, dont il a épousé la sœur en 1773. Et quand il arrive à Madrid en 1975, il a déjà un enfant et une deuxième en route. Et ça, vous allez voir la liste de ses enfants dans son propre carnet, qu'on appelle le carnet d'Italie. Alors, il se complaît à se peindre en peintre, très pimpant, dans son petite jaquette de fête, au fond. Et avec son chapeau fameux, avec des bougies tout autour. Parce que, comme racontait son fils, il donnait les dernières touches à un tableau, toujours la nuit, à la bougie, pour avoir toute la sensibilité des tons qui s'harmoniseraient mieux que dans la lumière crue du jour. Mais là, évidemment, il est en train de peindre on ne sait quoi devant cette immense vitre très, très illuminée avec lumière du jour. Et puis, il se moque de lui-même. Et ça, c'est même après la grande maladie qu'il a pratiquement fait mourir en 1902-3. Il a eu, on ne sait quelle espèce de coma cérébrale et physique qu'il a abattu. Il a mis du temps à se remettre de cela, et c'est ça qui l'a rendu complètement sourd. Mais voilà, il se présente à son ami Martin Zapater. Assis estoy, voilà comme je suis maintenant, avec son gros nez, enfin, il se moque de lui-même. Et c'est ça, c'est une nature extrêmement directe et qui n'a pas peur.
Et celui-ci est un dessin absolument merveilleux, c'est un Metropolitan, très, très émouvant, dont nous ne savons absolument pas la date, et elle pourrait dater entre les années 1792, après la maladie, 13-14, ou jusqu'en 1805, ou je crois qu'il a même été daté 1808 par certains. Et il porte cette espèce de grande broche avec son nom dessus. Alors, qu'est-ce que ça implique? Est-ce que ça implique qu'il est devenu sourd et qu'il sait qu'il ne pourra, ou il craint qu'il ne pourra jamais atteindre une place spectaculaire comme peintre parce qu'il sera en quelque sorte mal équipé? Il a dû renoncer à l'enseignement parce qu'il ne pouvait pas contrôler les élèves qui chahutaient. Ça lui a apporté beaucoup de problèmes, mais en même temps, il était tellement énergique qu'il ne s'est jamais laissé abattre par sa surdité. Il a toujours voulu communiquer et il l'a fait essentiellement par son art et surtout par les estampes qui sont une art de diffusion. Et il trouvait dans l'estampe le moyen de créer un langage universel. On n'avait pas besoin d'avoir l'ouïe ni le parler. Il fallait avoir des yeux pour voir et comprendre. Et on peut sauter jusqu'à la fin de sa vie alors qu'il a subi une autre maladie presque mortelle. Dans l'hiver 1819, il est tombé terriblement malade. Et il fait ce portrait, c'est un détail que vous voyez là, en remerciement pour le médecin qui lui a sauvé sa vie. Et je trouve ça extraordinairement émouvant. Il se remet, il part, on ne sait pas exactement dans quelles conditions, si c'était pour habiter ou simplement pour travailler, peut-être au départ, dans la Quinta del Sordo. La fameuse édifice sur les pourtours de Madrid où il s'installe et où il y a toutes ces peintures dites noires sur les murs qui sont encore un mystère à dépister. Alors on va passer au suivant et on va faire une espèce de rapide tournée de jeunesse à travers ce fameux carnet d'Italie, dont je vous montre ici le facsimilé qu'a produit le Prado en l'acquérant. C'est un petit carnet couvert de parchemin. Là, vous avez la couverture. Et il le signe partout, sur la couverture, à l'intérieur, sur la couverture, au dos. C'est vraiment son carnet qui devient un keepsake. Il y met beaucoup de choses qu'il a vues en Italie au début, et puis plus loin sur n'importe quelle page, parce qu'il ouvrait le carnet, il trouvait une page blanche et il dessinait ce qu'il avait à dessiner. Donc ça ne va pas régulièrement et d'une façon organisée. Mais quand il arrive à Rome, il étudie d'après nature les modèles, il suit des cours, il s'insère dans plus ou moins les académies qui existaient à Rome et les possibilités d'études. Il s'est présenté à l'Académie royale à Madrid à plusieurs reprises dans sa jeunesse, quand il est monté à Madrid pour étudier et pour travailler dans l'atelier de Francisco Bayeux, qui n'était pas encore son beau-frère. Et il rate à tous les coups, il rate les compétitions parce qu'il est trop indépendant, parce qu'il a sa façon de faire les choses. Alors il va en Italie, il le dit lui-même, à ses frais. Je crois que ce n'est pas vrai, je crois que les gens de Saragosse avaient reconnu déjà que c'était quelqu'un de remarquable et il a certainement trouvé des fonds. Et ce n'était pas sa famille non plus qui pouvait le payer. Mais il savait qu'il fallait aller en Italie pour étudier les grands maîtres, pour étudier les œuvres de l'Antiquité.
et d'étudier, de s'essayer à des essais. Et vous trouvez dans ce carnet des séries bibliques qui sont plus ou moins adaptées d'après d'autres artistes. Ici, on ne sait s'il y a une source de cette espèce de Dieu le Père qui apparaît peut-être à Abraham, je ne sais, mais qu'il utilise beaucoup plus tard, plusieurs années plus tard, dans un contexte très différent, comme une espèce de modèle de composition pour la Vierge du Pilar qui apparaît au sein, qui fait construire ce qui est la grande basilique et le centre de toute la religion aragonaise, en somme. C'est la sainte patronne, la Vierge du Pilar, qui descend du ciel avec son propre image sur le petit pilier qui est encore à l'intérieur de cette énorme basilique maintenant devenue néoclassique et que Goya a peint. Il a fait une immense fresque dans une coupole beaucoup plus tard qui a causé une espèce de bagarre épouvantable avec l'Église, les gens de l'Église là-bas qui trouvaient que c'était du non fini. C'était pas exact, c'était pas comme peignait Francisco, très détaillé, mais Goya savait très bien qu'une immense coupole à une hauteur énorme dans un grand bâtiment, il ne faut pas faire du fin détail, sinon vous ne l'apercevez pas. Il savait qu'il fallait faire le grand effet théâtral et que ça se verrait très bien, et c'est vrai. Et puis voilà un croquis encore dans le carnet d'Italie, mais certainement fait à son retour, ou même, oui, à son retour, parce que le carnet est italien. C'est une filigrane italienne, il l'a acheté en Italie, et il s'en est servi jusqu'à très tard, jusque dans les années 1780. Donc il fait un petit croquis pour une Vierge du Pilar, un tableau qui est dans le musée à Saragosse, qui est assez naïf, c'est très très tôt, mais vous voyez déjà que les enfants, ce n'est pas des petits chérubins ravissants et fou, c'est des enfants vrais, il y avait une famille. Sa femme a mis au monde 7 enfants en tout, dont 6 sont morts en bas âge. Et nous verrons le compte de ces enfants. Mais lorsqu'il était en Italie, il voulait entrer, après beaucoup d'études, il y a passé presque 2 ans. Et avant de partir, il a voulu montrer un grand tableau académique dans une compétition à l'Académie de Parme. Et voilà un croquis, un de ces croquis. Voilà un autre croquis qui est dans l'autre sens. Il faut le voir, tourner la page pour le voir, mais toujours à la sanguine, sur lequel il dessine avec une vigueur extraordinaire à la plume probablement cette Bocca della Verità, qui est une fontaine à Rome, d'où l'eau sort comme ça à grand goulot, et le jeu, c'est qu'on met la main dedans. Et si vous n'êtes pas vrai, et si vous avez menti, le monstre vous coupe la main. Enfin, c'était la fable, et ça l'a beaucoup intéressé. Et donc, après avoir fait maintes croquis dans le carnet, aussi à l'encre pour ce tableau, voilà le tableau qu'il présente à Parme. Il fait l'envoyer à Parme avant de quitter Rome. Et il n'a pas gagné, mais il a failli gagner. Nous savons par les débats du jury de cette compétition que s'il avait suivi de plus près le sujet qui était très défini par les académiciens, et s'il avait prêté plus d'attention à la couleur, à la vérité de la couleur, il aurait gagné. Mais parce qu'il était indépendant, parce qu'il a fait une composition à sa guise, sans suivre exactement le règlement, voilà, encore une fois, il loupe. Mais le tableau est étonnant, et le tableau est toujours
à l'Académie de Parme avec tous les autres. C'est une chose absolument fascinante à voir. Alors voilà pour certaines esquisses du début et son activité dans le... Alors, évidemment, il veut profiter de l'Antiquité qu'on pouvait voir dans tous les coins à Rome. Et dans 3 pages de son carnet, il tourne autour de l'Apollon du Belvédère. Et ce qui est étonnant, c'est des études qui l'ont tellement frappé qu'il s'en sert dans beaucoup d'œuvres postérieures. Même si vous voyez en mémoire le Rémouleur, ce tableau à Budapest d'un bonhomme qui aiguise les couteaux pour les gens qui luttaient contre les Français, eh bien, il est basé sur l'Apollon du Belvédère. Et j'ai trouvé, ça m'a toujours intriguée, parce qu'évidemment, c'est une esquisse, ce n'est pas une étude extrêmement finie, et vous voyez une partie très peu finie dans la page de droite du double page de gauche. Et j'ai trouvé une photo de l'Apollon Belvédère sans la feuille de vigne. Et Goya, évidemment, l'a vu dans cet état-là, on le sait, c'était les années avant d'avoir apposé la feuille de vigne, et il a été, la partie un peu délicate, a été éliminée par quelqu'un en Espagne, très chrétien, qui trouvait que c'était trop. Alors vous avez un grand vide au centre. Mais vous voyez, de par ces touches de crayon, à quel point il est sensible à la merveille de ce corps, abîmé, très abîmé, mais magnifique et qui attirait tous les artistes. Et la même chose pour l'Hercule du Farnèse. Il a tourné autour aussi, vous avez l'avant, le côté, l'arrière, et chose extraordinaire, on croit que sous ce tableau terriblement controversé qu'est le Colosse, dont le Prado vient d'essayer de le remettre un peu en pied après l'avoir libellé comme suiveur, comme par un suiveur de Goya. Il a été désacralisé en quelque sorte en 2008, au moment d'une très grande exposition, où nous autres qui n'y croyaient pas et qui croyaient que c'était une œuvre d'atelier de ses assistants, après, il était libellé, attribué à Goya, qui laisse la possibilité. Et puis, un peu plus tard, on l'a mis comme suiveur. Alors, quand on dit suiveur, c'est la mort. Un suiveur, c'est quelqu'un qui vient après, qui fait une chose posthume et qui peut même courir un plagiat, un faux. Et maintenant, on le rétablit comme attribué. On va voir, parce que le tableau n'a pas encore été... Il a été très examiné, mais pas avec un œil ouvert et objectif. Et c'est ça qu'il faut pour ces choses-là. Alors, en dessous du colosse peint, qui est ce monsieur qui est un peu communiste, avec le poing soulevé et qui marche de côté, il y a, à la radiographie, il y a un Hercule, très proche de l'Hercule Farnèse. Alors, est-ce que Goya a commencé un tableau avec la mémoire de cette grande sculpture terriblement célèbre? Est-ce que c'était terminé par un assistant? Est-ce que c'était terminé après sa mort? Même commencé par un assistant? On ne sait pas encore, mais j'espère qu'on devra pouvoir comprendre cette chose-là. Et vous voyez ici comment était exposé l'Hercule au XVIIIe siècle. C'est un dessin dans la cour où il était montré, c'est une immense chose. Et peu après, il est parti à Naples, mais Goya l'a vu à Rome, pour vrai, et a été très impressionné. Voilà. Alors ça, c'est pour ses études d'après l'Antiquité.
dans une page du carnet, il fait la liste de toutes les villes qu'il a visitées en Italie. Et il donne toute la liste à gauche et jusqu'à mi-page dans la colonne de droite. Ensuite, il met les villes qu'il n'a pas pu visiter parce qu'il n'avait pas de passeport, parce que les villes, c'était comme des États, et il fallait pouvoir passer les murs et rentrer. Comme ici, il faut mettre la masque et montrer les papiers pour rentrer. Mais, non, je blague, mais il y avait toutes sortes de frontières qu'il fallait passer pour pouvoir avoir accès. Et puis dans le plus bas, au plus bas, il met les meilleurs qu'il a visités et qui l'ont le plus frappé. Et tout à la fin, ça c'est pratiquement la dernière page du carnet, un peu à droite là, vous voyez ce qui a l'air d'être un atelier. Et je me demande si ce n'était pas un petit dessin qu'il voulait faire graver comme carte de visite. Et par-dessus, il nomme très précisément des œuvres qui l'ont le plus frappé, des œuvres d'art. Alors vous avez des vierges par-ci par-là, et dit ce qu'il a vu à Venise, ce qu'il a vu à Parme. Et c'est des choses qui restent dans sa mémoire toute sa vie. Ça, c'est très évident. Alors, il rentre de l'Italie, il rentre à Saragosse, il commence à faire un peu de peinture là. On ne sait s'il a rencontré Mengs déjà en Italie, parce qu'il rentre à Saragosse en 1973, et c'est en 1975 que Mengs lui dit de venir pour travailler à la cour. Et un de ses problèmes, c'est qu'il est engagé comme un peintre qui est payé à la pièce au départ. Et il travaille, il vit avec son beau-frère, parce qu'il s'est marié en 1973. Il vit chez son beau-père, qui était un homme très dur. Francisco Bayo était le chef de travaux commandités, en fait, pour les palais, le grand palais nouveau royal à Madrid, et puis la réfection de tous les palais autour de Madrid, où la cour allait et vivait à certaines périodes de l'année. Donc, François Bayeux avait un poste très important, et c'était un être qui savait dominer, qui savait organiser, et qui savait peindre dans tous les registres, depuis les plus grands tableaux religieux ou des fresques jusqu'au carton de tapisserie. Il avait un jeune frère qui s'appelait Ramon, qu'il protégeait. Et ce qui est très intéressant, c'est que Mengs voit tout de suite que Goya est exceptionnel. Goya il a une individualité, il a une conception extrêmement personnelle de l'art. Et il réfléchit, il est très intelligent. Et surtout qu'il est très, très bon peintre. Et il y a une sorte de lutte au départ entre Goya et Francisco Bayeux. Alors, dans son carnet qu'il commence à utiliser à nouveau, une fois rentré en Espagne, il marque d'abord au crayon en grandes lettres le 3 de janvier de 1775, nous sommes partis de Saragosse pour Madrid. Et puis il le répète, il est étonnant cet homme, il le répète mieux écrit et mieux défini à la plume sur la page en face. Et là, il ajoute, on est parti le 3 janvier 1775 et nous sommes arrivés le 10. C'est extraordinaire. Et il note aussi dans une autre page du carnet la date de son mariage. Et ça devient une espèce de keepsake pour des événements importants. Il y a des pages qui sont couvertes des numéros de... Comment est-ce qu'on appelle ça? Les choses qu'on prend dans la banque, les certificats. Il met il est tout le temps en train de contrôler ses finances
il note aussi tous les gens qui lui doivent de l'argent, même très peu. Il est très soigneux pour ces choses-là. Alors, le prochain, on va voir une chose très, très émouvante. C'est sur ces 3 pages qu'il démembre les baptêmes de tous ses enfants, avant le tout dernier. Alors, c'est ça qui, au fond, nous a fait croire, ou qui m'a fait croire au départ, à l'authenticité totale de ce carnet. Parce que c'était inimaginable de trouver un carnet comme ça, complètement inconnu, il y a quelques années. Et en fait, on n'avait jamais su qu'il avait eu son premier-né à Saragosse. On avait cherché tous ses enfants, naturellement, dans les paroisses de Madrid, et le carnet nous dit que son premier-né est né à Saragosse, avec tout le détail, et le nom de son padrino, qu'est-ce que c'est, son parrain. Et son parrain était un sculpteur célèbre qui travaillait aussi à Madrid et qui entre dans l'histoire que je vais vous raconter pour Madrid aussi. Donc, et les enfants se suivent très rapidement. Et jusqu'à l'âge de 5 ans, la mortalité enfantine était tellement vaste, tellement mouraient en très bas âge qu'on n'enregistrait pas leur mort avant, je crois, l'âge de 6 ou peut-être 7 ans. Ils disparaissaient et le prochain suivait. Et souvent prenait le nom au fond de celui qui était mort, transformé s'il s'agissait d'une fille après un garçon. Et le prêtre est certainement le prêtre qui a probablement donné le baptême au premier enfant. Et ensuite, il écrit par-dessus. Et il commence par écrire, encore une fois, grossièrement un peu, avec un grand crayon. Et puis après, il revient à la plume. Et vous voyez que ça s'arrête en 1782, et son dernier-né, le seul survivant, je me demande s'il n'est pas devenu superstitieux et qu'il n'a pas ajouté le nom de ce 7e enfant, parce qu'il est connu par le registre de baptême dans l'Église, mais son nom n'est pas dans le carnet. C'est curieux. Passons à la suivante, si vous voulez. Alors, quand il arrive à Rome, à Madrid, je vous montre à gauche un grand tableau de Ioli qui est un peu antérieur à son arrivée. C'est daté des années 1770, je retrouverai peut-être la date exacte, mais en fait c'est exactement comme vous voyez le Madrid qu'il connaissait. Il y avait le Palais Royal qui était en train d'être remodelé et reconstruit sur la hauteur, une abrupte descente sur la rivière, et je vous montre ici une partie de carte que j'ai tourné pour voir, en fait, ça devrait être dans l'autre sens. Et on voit même dans la carte entière qui est tout Madrid, on voit les voies tracées par Charles III pour les grandes communications dans la ville. On voit même la fabrique de tapisserie en haut sur la droite, juste en dehors de la limite de la ville. Mais je le tourne comme ici pour voir ce qui est très important pour Goya, comme passe la rivière Manzanares, le Rio Manzanares. Et vous avez donc le palais lui-même, si j'arrive à le toucher ici, et les remaniements étaient en train de se faire dans ce quartier-là pour achever le palais. Et immédiatement derrière le palais, il y avait un grand espace blanche sur ce plan
parce que c'était tout en travaux. Toute cette partie de Madrid était complètement en travaux. Et vous avez le proche, c'est Saint-François-le-Grand en construction, une église ronde avec cette immense coupole qu'on va voir dans les images de Goya, et qui se trouve donc sur la rive gauche du Manzanares, qui coule dans ce sens-là, vers la Méditerranée. Et ici, vous avez un petit pont. Ça, c'est le grand pont de Ségovie que Goya et tout le monde traversent pour sortir de la ville. On descend depuis les hauteurs de la ville. On descend en pente raide. Si vous avez été à Madrid, vous connaissez ça. Et vous verrez bientôt comment ça fonctionne et comment Goya fonctionne par rapport à cette rivière. Et je vous montre ici une gravure, une illustration un peu bas de gamme, mais qui est intéressante parce que vous voyez de loin le château San Francisco avec sa grande coupole, la rivière qui avance, le pont, le petit pont là que nous voyons ici, et l'ermitage de San Isidro. Et c'est ça le locus pour cette merveilleuse esquisse de Goya qui montre le panorama entier de Madrid, depuis le Palais Royal jusqu'à très loin, avec tous les gens qui jouent. Mais ça vous donne, au fond, une meilleure vue, si vous voulez, de la géographie de la chose. Et donc, la rivière Manzanares. Alors, ici, je vous montre une page du carnet. Il y a dans ce carnet, dispersé un peu, au hasard des pages blanches qu'il trouve, des vues sur la rive droite du Manzanares. Il a passé le pont de Ségovie et il remonte et il longe la rivière de l'autre côté. Et il regarde donc, la vue, c'est celle que vous voyez là. Il regarde vers cette montagne qui est ici, avec un bâtiment dessus, qui était une grande maison, avec une plombière, une maison pour les pigeons voyageurs, donc très important à l'époque. Et il montre aussi le petit ermitage du port que vous voyez, vous pouvez le voir sur le tableau de Joly, et elle est là, et c'est là que débarquait tout ce qui devait monter en ville par cette pente raide. Et ça, c'est donc le très grand port pour le transport de Madrid à l'extérieur et de l'extérieur envers Madrid. Et le plus étonnant, c'est de voir ce croquis, au fond, très achevé. Il indique ici en haut un mot abrégé qui est en entier poniente, c'est comme ponte, et ce qui veut dire vers l'ouest. Et donc, la vue, c'est depuis ici, vers l'ouest, et c'est confirmé par cette inscription ici, del Ángel, pour désigner l'ermitage de l'ange qui est ici. Et c'est donc son point de vue vers l'ouest à partir de cet ermitage de l'autre côté, depuis lequel il voit cet petit ermitage de l'autre côté du Manzanares. Et vous voyez tout ça, plus ou moins, vous le voyez, dans son premier grand carton. C'est le premier qu'il a marqué de mon invention, ma composition à moi. Et il prend pour base de tout ça le croquis qu'il a très soigneusement croqué ici, mais il cache certains éléments. Ici, c'est la Puerta, une grande porte d'entrée de Madrid, la Puerta de San Vicente. Et c'est au fond masqué par ces trois personnages ici. Et derrière il masque aussi par deux autres personnages l'ermitage. Quand vous regardez le carton lui-même, vous voyez très bien le tracé
de ce petit ermitage sur les personnes à droite ici. C'est très, très curieux. Et il ne montre pas le château, il ne montre pas le palais qui est masqué par les arbres, même dans son croquis. Peut-être que c'était un peu lèse-majesté. Il n'a pas précisé pour celui-là que c'était la vue au fond, en face du palais. Mais quand on va voir le second tableau d'invention, le second qui clame pour lui-même comme sa propre composition, il regarde, dans ce cas-là, c'est une autre page du carnet. Qu'est-ce qu'on voit? On voit la grande dôme, la grande coupole de San Francisco, qui est donc celui-là. Quand il fait cette deuxième composition qui s'appelle la danse, il le décrit en disant que c'est une danse sur les bords du Manzanares, deux majos et deux majas qui dansent des seguidillas, et deux qui font de la musique. Un qui chante à la guitare, et un autre qui accompagne sur la bandurria, et vous les voyez, les musiciens là. Et il parle aussi d'un autre qui lève le compas, qui frappe oui, absolument. Et donc, tous ces éléments sont basés pas aussi directement que le croquis qui était beaucoup plus achevé à côté. Ici, c'est un croquis léger. Et en fait, ça doit être aussi un petit peu inventé, dans ce sens qu'il savait qu'il voulait avoir, il le dit dans ce cas-là, il dit ce qu'on voit dans l'avant-plan, quelques capes, quelques chapeaux, et dans le fond, on voit une partie de Madrid avec l'église de San Francisco. Donc ça, c'était tellement remarquable comme bâtiment. Déjà la coupole complétée, mais sans encore à ce moment-là les peintures qui devaient décorer les chapelles autour et auxquelles Goya allait contribuer, celui avec son autoportrait. Alors, il décrit aussi, plus au loin, on voit une maja et deux majos dans le même groupe, plus proche de la rivière, un soldat avec une maja qui font une espèce de conversation, là, et une autre maja qui a quitté la danse pour boire dans la rivière. Alors, en principe, elle n'est pas là. Mais si vous regardez de très près, comme vous avez regardé l'autre carton et vous découvrez l'ermitage sous les deux personnes, ici, si vous regardez le carton, vous voyez quand même quelque chose de caché là. Et nous allons voir comment ça se passe avec la suite. Là, je suis hors piste. Je suis désolée. Oui, on peut remonter. Est-ce qu'on peut remonter ça, le second? Bon, ben c'est coupé. C'est moi qui ai mal jugé la taille, le format du colosse. Mais ce que vous voyez, c'est une reconstruction de la salle où le prince héritier mangeait, la pièce de comer, parce que le salle à manger, c'était la salle au fond de réception, où le public entrait et présentait des pétitions pendant le repas du roi ou du prince. Et c'était une salle donc très importante, elle était très grande et belle, et ça c'est le mur avec la cheminée. Et à côté de cette cheminée, on plaçait non pas les cartons elles-mêmes, bien sûr, mais les tapisseries. Et pour se faire cette reconstruction, on a placé dedans, en fait, des reproductions des cartons peints par Goya.
Ce qui est aussi intéressant parce que vous voyez que celui de gauche a été coupé. Il ne remplit pas l'espace entier, il y a du gris. Alors que celui-là a un peu perdu en haut, mais le bas est complet. Celui-ci, c'est le premier qu'il peint pour cette grande pièce, avec la pique-nique, pour lesquelles les figures sont beaucoup moins naturelles, au fond, que dans le second. Il y a 3 mois entre la livraison du premier et de la troisième. Et probablement qu'il avait déjà conçu toute la décoration de la pièce, en tout 10 cartons, pour le mur d'en face, pour les 2 murs de côté et les dessus de portes aussi et de fenêtres. Il y avait beaucoup de travail. Alors, il y a des dessins pour la pique-nique qui sont beaucoup plus restreints, beaucoup plus académiques. Et il y a 3 dessins, ou 4, même celui qui a été détruit, et on dispute pas l'authenticité, mais qui les aurait faits. Et on doit tenir en compte qu'au fond, tout ça se passait dans l'atelier de Francisco Bayo. Il avait beaucoup de gens. Son frère travaillait aussi à des cartons pour le palais, pour d'autres salles du palais. Et on s'échangeait des croquis. L'un ferait une étude d'après un modèle qu'un autre pourrait le prendre pour son carton à lui. Il y avait égalité, en quelque sorte, dans les sources, les études faites pour les cartons, ce qui est très étonnant. Et vous voyez ici, pour la danse, vous n'avez, à part les études pour le paysage, vous n'avez qu'un seul dessin préparatoire. Et vous voyez que c'est un style, au fond, très libre. Et tout devient plus souple là-dedans. Et la chose la plus intrigante, et c'est pour ça que je ne peux pas achever tout ceci pour l'instant, c'est qu'on vient de découvrir une première esquisse pour cette grande carton-là, qui sera visible pour la première fois pour tout le monde. Moi, je l'ai vu depuis très peu, pour vrai, et en couleur, bien sûr. Et c'est ce petit bocetito, un petit esquisse, pas l'esquisse définitive. Pour cette série, pour tout le palais et pour toute cette série de salles, il n'y a qu'une seule vraie esquisse connue, alors que pour chaque carton, il y avait une esquisse achevée, probablement qu'on présentait au roi ou au prince, pour avoir l'accord d'aller de l'avant et peindre le carton. Mais elles étaient, on sait par les lettres de Goya, que tout le monde voulait avoir ces esquisses. Les esquisses restaient sa propriété. Les cartons, naturellement, appartenaient à la cour qui les avait payés et passaient à la fabrique de tapisserie. Donc, ils sortaient de la vie de Goya. Mais il gardait tout ce qui était études et esquisses à l'huile. Et on sait pertinemment, dans ce cas-là, que les esquisses qu'il avait faites pour tous les cartons de cette pièce avaient été enlevées. Et il en avait promis à son ami Zapater, son ami de Saragosse, avec qui il maintient, parce qu'il lui manquait la conversation qu'il avait traditionnellement, quotidiennement avec lui quand il vivait à Saragosse, il est obligé d'écrire. Et Martin Zapater a gardé toute cette correspondance, qui n'est pas complètement intacte, mais qui est en fait énormément en contact. Une grande partie existe au Prado, et là aussi, si vous êtes sur vos ordinateurs, vous n'avez qu'à regarder la rubrique Goya en el Prado, et tout est là en magnifique image que vous pouvez vous-même download dans votre ordinateur. C'est une façon extraordinairement intime. Tout le carnet italien est disponible pour tout le monde entier. Ça, c'est le langage universel de Goya, le Wikipédia.
Lui, c'était le wiki de son époque, où il voulait l'être. Donc, on va passer au suivant pour voir de plus près ces œuvres-là. Et je vais vous commenter le processus. On passe au suivant. Alors, la première intuition vraie qu'on a eue, c'était une reproduction d'après une photographie de cette petite esquisse qui est apparue dans un journal très sérieux allemand en 1930 par August L. Mayer en allemand, avec une assez mauvaise reproduction en noir et blanc, bien sûr, de ce petit tableau-là. Donc, si vous voulez, on le voyait déjà un peu. Et personne ne l'a pris au sérieux, on ne savait pas où c'était, sauf qu'il disait que c'était à Buenos Aires dans une collection particulière. C'était tout ce qu'on savait. Et sinon, on savait seulement les autres références, et c'est ça qui m'avait énormément intriguée. C'était de Goya lui-même écrivant à Zapater, très embarrassé, parce qu'il avait laissé emporter par ce Carlos Salas, le parrain de son premier fils, et quelqu'un qui voyait tout le temps à la cour. Salas était sculpteur et architecte, et il avait constamment affaire au Palais Royal, le nouveau palais, et il était gourmé pour ramasser les études et les esquisses de Goya. Alors, Goya écrit à son ami en disant qu'il avait quelques très belles esquisses, mais que l'architecte Sabatini les avait pris. Sabatini était aussi un collègue très haut placé qui contrôlait tous les travaux du Palais Royal. Et il dit qu'il les avait destinés à Zapater, en tout cas un, mais ils sont tous partis. Et tout ce qui lui reste, c'est celui qu'il y a eu depuis quelque temps de la danse, pour la danse, et tu peux le mettre dans un petit coin. Si vraiment tu le veux, ça vaut rien, enfin c'est pas grand-chose, ça n'a pas été utilisé. C'est ce qu'il lui dit. Alors évidemment Zapater dit mais oui, je le veux, envoie-le-moi. Et la prochaine lettre, il écrit en décembre la première fois pour dire qu'il s'est laissé défaire de ses esquisses. Il dit, Zapater ayant reçu l'esquisse et lui ayant dit quelque chose dessus, et il dit que c'était très joli, qu'il était ravi, on ne sait pas, on n'a pas l'autre partie de cette correspondance. Il lui dit, écoute, la petite esquisse que tu as, au fond, la composition, c'est de Francisco Bayo. Et moi, je l'ai peint. Et puis, au fond, ça ne vaut rien. Ça n'a pas d'importance. Ça ne m'importe pas si c'est le mien ou si c'est à toi. Et au fond, j'ai honte d'en parler. Ça ne vaut pas d'en parler même. Alors, il s'excuse en quelque sorte, parce que ce n'était pas une esquisse définitive. C'était une petite préavis. Mais pour nous, au fond, c'est la seule, c'est unique. Il n'y en a pas d'autres qu'on connaît à cette époque-là. Et la première fois que je l'ai vraiment pris au sérieux, c'est pas cette photo de 1908 qu'on a fait au moment, comme une documentation. Ce n'était même pas reproduit à cette époque-là. Il y avait une grande exposition à Saragosse qui s'appelait l'exposition hispano-française. Hispano-français, enfin c'était très politique probablement aussi, et Saragosse montrait ses splendeurs de culture, d'art, etc. Et on a photographié séparément parce qu'ils n'appartenaient pas. Il y a un catalogue imprimé et on sait à quel Saragossan appartenait la petite esquisse. Et cet autoportrait de Goya, qui était la toute première que je vous ai montrée et qui est merveilleuse, ça appartenait à quelqu'un d'autre, à Saragosse.
Et le photographe qui devait simplement documenter tout ce qu'il y avait dans l'exposition, il a documenté aussi les salles avec les œuvres exposées, mais où n'apparaissent pas ces deux-là. Il a composé une espèce de plaque additionnelle. On n'a pas malheureusement pas le négatif, sinon on aurait pu regarder encore de plus près, mais on a une épreuve d'origine du photographe de 1908. Et là, vous voyez plus agrandi en bas, vous voyez très clairement cette petite figure qui, au fond, dans ce détail, vous voyez à peu près le tracé, là elle est, et elle a l'air d'ailleurs de se pencher un peu plus vers l'eau et de ne pas tenir dans la main cette petite jarrito, la petite... comment est-ce qu'on dit ça? Oui, une petite little jug, a jug in English. Donc ça aussi, c'était une preuve supplémentaire que ce tableau était très, très intéressant. Et je n'y pensais plus. Vous voyez très clairement d'ailleurs le San Francisco El Grande avec sa grande coupole derrière. Et on passe au suivant pour voir la petite esquisse qui est naturellement très agrandie là, en haut à gauche, le dessin préparatoire pour ce personnage qui apparaît ici, qui n'est pas du tout en train de battre le rythme, qui a les bras comme en bas, il est un peu... il fait rien, il est là pour boucher un trou. Et les figures sont beaucoup plus raides. Les figures sont très à la Bayeux. Et moi, je pense, pour cette histoire où Goya dit que la composition est de Bayeux, et c'est lui qui a fait la peinture que vous voyez là, je pense qu'il voulait dire qu'il a suivi des idées de Bayeux pour ces figures placées un peu... pas maladroitement, mais qui n'ont pas la vie, qui n'ont pas de rythme. Ils ne transmettent pas un rythme de danse, en fait. Oui, ils le figurent, mais ils ne transmettent pas l'émotion de la danse et le mouvement. Et alors là, c'est le carton définitif. Et vous voyez quels immenses... ça suit presque exactement... Mais Goya, les personnages deviennent nobles, ont une grâce, une élégance. Surtout, dans le détail avant, vous avez vu ce buste de femme sur la droite. Elle est vraiment très belle. Et il met en plus de détails le pont, parce que il fait un tableau ici. Certaines personnes ont dit que l'esquisse n'est pas valable parce que ce n'est pas le vrai paysage. Non, ce n'est pas le vrai paysage, c'est une décoration. Donc il fait une composition qui vaut comme œuvre décorative. Et il veut mettre dedans des choses qui sont parfaitement madeleines et qui feront plaisir au prince et au public qui entre. Pour voir tout ça. Mais la façon il a fait une étude pour l'homme qui bat le rythme, et c'est libre, c'est vivant, ce n'est pas académique comme étude. Et c'est ça c'est ça son style à lui, au fond. Il veut capter la nature, et pas simplement mettre des petites figures qui représentent telle ou telle personne ou pose. Il veut la réalité de la chose. Et la combinaison de cet paysage inspiré, au fond, par le vrai paysage du Manzanares. Il a dû faire le long du Manzanares dans un sens, dans l'autre sens, et c'était du côté de... Vous avez vu le petit pont qui lie l'autre côté à San Isidro, où on avait la fameuse fête, la grande fête de Madrid, c'est la fête de San Isidro.
Et tout le monde passait le pont pour aller pique-niquer sur les collines et prendre de l'eau bénite. Dans ces esquisses pour cette merveilleuse panorama de Madrid avec la ville sur le fond, il fait aussi, il peint l'Ermitage, le petit Ermitage. C'est des esquisses qui ne sont pas devenues des cartons à cause de la mort du roi. Quand le roi meurt, tout s'arrête. Tous les projets en cours restent inachevés. C'est très étonnant. Mais je crois que c'est la même chose en politique, au fond, de nos jours. Ça continue. Mais ici, donc, il fait un ensemble qui est là pour plaire aux gens à l'intérieur de ce palais si froid. Les tapisseries couvraient les murs pour rendre moins dur et égayer ces palais qui n'étaient pas continuellement habités. Le palais du Pardo, c'était le palais de l'été, où la cour se translatait de l'autre côté du Manzanares et passait quelques mois, 3 mois, et tout le monde y allait. Même les peintres de cour devaient passer pour faire leur besogne, faire des portraits du roi ou des princes sur place, dans ces palais au périmètre de Madrid. Alors, cette petite œuvre-là, qui est à peu près grand comme ça, c'est une pré-esquisse, c'est une première idée. La chose aussi très intéressante par la correspondance de Zapater, parce que nous ne savons pas, nous avons une énorme documentation du palais pour l'administration de tous ces travaux, surtout ceux qui avaient un impact fondamental sur des fabriques de porcelaine, des fabriques de cristallerie et la fabrique de tapisserie pour les palais. C'était de vastes entreprises qui employaient des milliers de gens. Et il y avait des moments de manque de travail, un peu comme nous maintenant, avec les choses qu'on ne peut pas obtenir pour les ordinateurs ou pour les voitures. Il y avait tout le temps, il y avait des manques ou le grain, enfin, ça dépendait de marché, ça dépendait aussi du fait politique avec des révoltes ou des guerres. Tout ça avait un impact énorme sur la population. Donc il fallait une activité suivie et très organisée. Et Goya est devenu au fond le meilleur de leurs travailleurs pour la fabrique de tapisserie. Et après avoir fait un certain nombre de cartons de tapisserie, les 3 peintres qui étaient chargés maintenant de ça, après le retour définitif de Mengs à Rome, c'était laissé entre les mains des autorités espagnoles au palais, qui devaient superviser tout ça. Et les peintres qui étaient payés à la pièce, avec leurs cartons évalués par l'administration pour payer leurs factures. C'est pour ça que nous avons ces factures tellement détaillées qui nous informent énormément sur ce qui se passe dans ces tapisseries. Ils ont fait une pétition au roi pour obtenir le titre de Pintor del Rey, peintre du roi. C'était pas très haut, c'était le minimum. Parce qu'après, on devient peintre de la cour, et ça, c'est beaucoup plus important. Et Goya a eu ça aussi, et il est même arrivé à être premier peintre du roi, qui devait partager avec le peintre plus âgé que lui, qui nominativement avait une espèce d'autorité sur lui, qui devait approuver ses factures, par exemple. Tout ça était très réglé. Il ne voulait pas... une seule fois, on a réduit la facture de Goya.
pour un très grand carton, il avait demandé 10 000 et on l'a diminué à 9 000. Et ça a dû lui faire beaucoup de mal, je pense. Mais enfin, il a fini par devenir peintre de la cour avec un salaire, ce qui nous prive de ses factures. Parce qu'avec le salaire, vous avez une partie annuelle assurée. Alors, les administrations, avec de grands débats et de grandes conversations entre eux, ont décidé que le salaire ne devait pas être trop élevé pour faire que les peintres n'avaient pas envie et besoin de travailler tout le temps. Donc, ils misaient sur un prix qui qu'ils devaient, au fond, fournir encore des cartons qui seraient jugés à différents degrés. Et on avait le droit, à ce moment-là, si on recevait une partie de salaire, d'utiliser encore les dessins qui pouvaient être faits par d'autres artistes, et encore l'œuvre définitive, il pouvait dire que c'était de lui, même s'il y avait des croquis. Mais ce qu'on n'avait pas le droit de faire, c'était de prendre les petites esquisses à l'huile, les bronfilios, comme base de travail. À ce moment-là, le prix diminuait d'un tiers à moitié prix. Et ça, c'était très beaucoup. Alors, comme on sent qu'il, au fond, il a mauvaise conscience, parce qu'il dit lui-même que la composition était de Bayeux. Et il ajoute, mais c'est moi qui l'a peint. Et on est sûr que c'est lui qui l'a peint, c'est sûr. Il a ajouté cet arbre très gracieuse en dernier moment. Elle passe par-dessus l'architecture et les nuages et la partie peinte du paysage. Donc, c'est une œuvre vraiment qui ouvre une nouvelle vision de comment était réglé le travail de tous ces peintres autour du palais à l'époque, et qui n'arrive. On sait que toutes ces grandes esquisses terminées partaient de lui aux gens qui voulaient les acheter. Les seuls qui ont survécu, c'est ceux qu'il a vendus en direct au duc d'Osuna, qui sont cette vue de San Isidro, la fête de San Isidro, et ces ravissantes tapisseries d'une décade plus tard. Mais au départ, nous n'avons que très peu d'œuvres pour juger de son avancement et de comprendre comment il a évolué comme peintre. Et voilà. Alors, je ne sais pas si c'est mon dernier. C'est le dernier ? Bon. Alors, c'est là que ça s'arrête. Tout le monde pourra contempler l'original de ce tout petit esquisse à la fin. Et il deviendra peintre du roi, d'abord, encore soumis à des contrôles assez stricts. Ensuite, peintre de la cour, quand il se lancera à peindre, et ça c'est un moment où c'est tout de suite après la commande qu'il a reçue et l'invitation qu'il a reçue de faire cet immense tableau pour San Francisco El Grande, où il met son propre autoportrait si frappant, tout jeune. C'est bien avant la période, en quelque sorte 18e, que vous pouvez voir dans l'exposition, dans ces deux grands tableaux décoratifs, la Cucagna, le mât de Cucagne, et l'accident dans le parc à la française, où la peinture elle-même est une moquerie de la peinture au fond de Boucher, Watteau. C'est très fignolé, c'est très décoratif, c'est très ravissant à la française. Et c'est ça qu'il arrive si bien déjà dans les cartons. On dit que les cartons, c'est avant la maladie, c'est avant qu'il devienne une espèce de peintre critique de la société, un philosophe. C'est pas vrai.
tous ces cartons de tapisserie, c'est l'observation des gens depuis les plus hauts jusqu'au plus bas de la société. Ils sont tous dedans. Il y a des gens, des maçons qui tombent au moment de construction de ces grands travaux de rénovation du palais et de les grands immeubles qui s'élèvent dans tout Madrid. Quand vous avez de grands immeubles qui s'élèvent à Bâle, je remarque aussi, on remarque très vite le nouveau. C'est très étonnant dans le contexte historique. Alors, Goya est de plein pied avec tout ça. Et je pense que bon, à la fin, il s'est lassé de faire des cartons pour des tableaux qu'il ne peut montrer. Une fois, il a la chance de montrer ses cartons, les grands cartons, avant qu'il ne parte à la fabrique. Et il écrit toujours à Zapatero pour dire qu'il a eu le plus immense plaisir et il est joyeux et fier d'avoir pu présenter des cartons au roi et au prince. Et tout le monde était ravi et l'a complimenté. Et d'ailleurs, le roi Charles IV, à ce moment-là, l'a pris en quelque sorte en affection. Et on sait que Charles IV, qui jouait du violon, jouait pour lui et lui faisait un abrazo. Il avait un franc-parler et une nature tellement naturelle que les gens étaient enchantés par lui. Et même quand il était complètement sourd, il sortait dans les soirées, dans les réunions de familles bourgeoises, cultivées. Il avait une vie vraiment, vraiment sociale, cultivée. Voilà. Alors ça, c'est la base de tout ça. Et vous aurez bientôt cette petite œuvre tombée Moi, je suis tombée du ciel quand je l'ai vue. On m'a envoyé une photo en couleur, je ne pouvais pas le croire. Et on reste toujours pas sûr, on ne croit pas tout de suite. Il faut faire énormément d'études, on a étudié toute la provenance, et pour moi, c'est bon. Alors voilà. Et ça colle parfaitement avec le résultat que vous voyez là. Voilà.